Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique concernant le tunnel tarsien. Il s'agit d'un homme de 64 ans ayant présenté il y a 6 mois environ l'apparition d'une boule en regard de la malléole médiale du pied droit. Cette boule a disparu progressivement, mais s'est suivie de paresthésie et de douleurs au niveau des orteils. Il a effectué une IRM de l'avant-pied, une échographie de l'avant-pied qui était considérée comme normale. Il a également effectué un électromyogramme qui retrouvait une atteinte du nerf tibial au tunnel tarsien. Le radiologue nous l'envoie donc pour une échographie à la recherche d'une compression extrinsèque du nerf tibial en regard du tunnel tarsien. Le tunnel tarsien correspond au passage des structures vasculo-nerveuses rétromalléolaires sous le rétinaculum des fléchisseurs. On retrouve ici le tendon du tibial postérieur, le tendon du fléchisseur commun des orteils, notre artère et notre nerf tibial. Le nerf tibial qui, à l'endroit du tunnel tarsien, va se diviser en deux entités avec le nerf plantaire latéral et le nerf plantaire médial. L'examen clinique, dès l'inspection, même si ce n'est pas vraiment franchement visible sur la photo, on retrouve une amyotrophie des muscles intrinsèques de la loge plantaire du pied, avec cette voussure ce creusement du pied qui n'est pas présent ici, où on voit très bien le relief du muscle abducteur de l'hallux qui a totalement disparu ici. Ceci va donc dans le sens d'une atteinte au niveau du nerf tibial. Maintenant, il va falloir relever quel est le niveau d'atteinte au niveau de ce nerf tibial. On va donc chercher une amyotrophie et une dégénérescence musculaire graisseuse de l'ensemble des muscles innervés par le nerf tibial. On va aller assez haut puisqu'on va chercher le gastrocnémien médial et le solaire, qui sont les premiers muscles innervés par le nerf tibial. On retrouve ici une écostructure strictement normale et un volume identique au côté contralatéral. Il en est de même pour le fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux, dont je n'ai pas montré la photographie ici. On va maintenant passer aux muscles intrinsèques plantaires avec cette coupe axiale sur les muscles et on retrouve ici un aspect très hyperéchogène comparativement au côté contralatéral et surtout très diminué de volume qui correspond à une amyotrophie avec signe de dénervation de l'abducteur et du court fléchisseur de l'hallux. Ces muscles sont innervés par le nerf plantaire médial. On va maintenant translater notre sonde en latéral pour regarder les muscles innervant le cinquième rayon avec l'abducteur et le court fléchisseur du 5 qui sont là aussi franchement amyotrophiés et hyperéchogènes comparativement au côté contralatéral. Donc on va résumer maintenant notre niveau d'atteinte avec ici un aspect musculaire normal sur le gastrocnémien, le solaire, le tibial post, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. Il n'y a pas d'amyotrophie ni de dégénérescence musculaire graisseuse. Par contre, les muscles en distalité, les muscles de la loge plantaire du pied, l'abducteur de l'hallux, le court fléchisseur des orteils, le court fléchisseur du 5 et l'abducteur du 5 sont dénervés. Donc on a à la fois une atteinte correspondant du nerf plantaire médial et du nerf plantaire latéral, ce qui va donc correspondre à notre niveau d'atteinte à cet endroit, jusqu'ici au niveau du tunnel tarsien. Donc cela va tout à fait dans le sens de l'électromyogramme. Donc une fois qu'on aura fait notre échographie que l'on vient de faire concernant nos signes indirects de dénervation, on va donc pouvoir se consacrer maintenant uniquement à l'échographie du tunnel tarsien. Donc on va placer notre sonde ici au niveau du nerf tibial dans le tunnel tarsien que l'on a réséqué sur la photo avec la division en nerf plantaire latéral et en nerf plantaire médial. On retrouve ici notre nerf tibial et on va translater la sonde pour aller rechercher la division en nerf plantaire latéral et médial. Le nerf se divise ici et vous pouvez constater cette image hypoéchogène multinodulaire qui va au contact là du nerf plantaire latéral, le nerf plantaire latéral qui est même pris dans cette structure hypoéchogène liquidienne. On continue l'exploration avec ici la malléole interne, le tendon du tibial postérieur,
le tendon des fléchisseurs communs des orteils, l'artère et la veine tibiale. Et vous allez voir ici le nerf tibial. On va descendre la sonde. Voici notre nerf tibial avec l'endroit de la division. Et au niveau de la division, on retrouve cette image multiloculée anéchogène correspondant très probablement à un kyste arthrosynovial de l'articulation sous-astragalienne qui vient comprimer notre division, la phase terminale de notre nerf tibial, à l'endroit où il se divise en nerf plantaire médial et latéral. On a un kyste multiloculé très étendu qui vient comprimer notre partie terminale du nerf tibial. Sur le côté contralatéral, on visualise bien la division en nerf plantaire médial et nerf plantaire latéral sans aucune anomalie. La division s'effectue sans signe compressif extrinsèque. Donc au total, on a un kyste arthrosynovial, très probablement sous-astragalien, qui vient comprimer la division du nerf tibial. Ce kyste est multiloculé, de grande étendue. Suite à la compression du nerf tibial, étant donné que l'on est maintenant à 6 mois, eh bien, on a retrouvé une amyotrophie et des signes de dénervation des muscles à la fois innervés par le nerf plantaire médial, que sont l'abducteur de l'hallux, le court fléchisseur de l'hallux, le court fléchisseur des orteils, et les muscles innervés par le nerf plantaire latéral, que sont l'abducteur du 5 et le court fléchisseur du 5. Voici une autre vidéo de ce kyste multiloculé avec la division du nerf tibial. Et on a du mal à suivre le nerf plantaire latéral qui vient carrément dans le kyste. Très difficile à suivre. Voici avec le placement de la sonde échographique, club de golf, l'artère tibiale, notre nerf tibial partie terminale au contact de ce kyste. Division du nerf tibial en branche latérale. La branche latérale est ici, nerf plantaire latéral au contact du kyste. Concernant la conduite à tenir, on va tenter de ponctionner et d'infiltrer ce kyste arthrosynovial. En cas d'échec avec récidive, la chirurgie s'imposera. On suppute que le liquide est très visqueux, ce liquide de ce kyste, donc on va effectuer la ponction-infiltration avec une aiguille de gros calibre, type pompeuse de 18 gauges. On prévient le patient du caractère douloureux du geste. Pour essayer de liquéfier un petit peu le contenu de ce kyste, on va injecter quelques gouttes de xylocaïne. On va voir arriver ici en in-plane l'aiguille dans notre kyste et l'injection de quelques gouttes de xylocaïne pour lequel on va voir les petits mouvements browniens à l'intérieur du kyste. Une fois cette injection de quelques gouttes de xylocaïne, on va laisser en place l'aiguille et on va mettre en place la seringue pour la ponction du kyste. On va donc ponctionner le kyste progressivement et sans changer, sans refaire une injection. À partir du même point d'injection, on va essayer de ponctionner tous les lobes. Donc on va bouger notre aiguille un petit peu en étoile en prenant soin de ne pas léser les nerfs plantaires. Et au fur et à mesure, très progressivement, on va ponctionner l'ensemble des lobes du kyste arthrosynovial. C'est une manœuvre un petit peu longue, un petit peu délicate. On a notre aiguille en in-plane et progressivement, on ponctionne le contenu. Il est très important de tirer très progressivement le piston car le liquide est extrêmement visqueux et il faut éviter qu'il se collabe dans l'aiguille. Voilà, un autre lobule que l'on ponctionne. On effectue ensuite des petits mouvements de rotation pour passer au lobule suivant.
Voilà, hop, on arrive au lobule suivant et on continue notre ponction. Il y a des lobes plus ou moins gros. Il faut prendre le temps, faire attention à l'artère tibiale. Notre aiguille va arriver dans ce lobe un peu plus gros et on peut le ponctionner. En fin de procédure, on va injecter le dérivé cortisonné pour assécher le kyste arthrosinovial et empêcher sa récidive. En fin de procédure, on pourra constater le caractère très épais du liquide retiré avec cet aspect gélatineux, d'où la nécessité d'utiliser une aiguille de gros calibre, ici une 18 gauge, pour pouvoir ponctionner sans problème. En conclusion, il est très important de savoir discuter les examens dits normaux, puisque chez ce patient, les paresthésies des orteils avaient fait rechercher à tort une anomalie de l'avant-pied et il avait effectué une IRM du pied qui était considérée comme normale, mais en fait, regardez, on avait uniquement le pied et on s'arrêtait avant la malléole et donc avant le kyste, d'où la normalité de l'IRM. Merci à tous.